Vendredi 4 janvier 1889. La nouvelle année ne nous ménage guère. Il gèle dur. 6 degrés en dessous de zéro relevés à l'aube aujourd'hui en haut de la tour. On a escaladé ce matin en sachant que cette journée serait une épreuve. Les doigts devenaient gourds et la peau se collait au montant de fer dès qu'on les sortait des gants en peau de mouton que l'on venait de nous distribuer. « Descendez et rentrez chez vous », a ordonné Monsieur Compagnon, le visage contracté. Impossible de faire quoi que ce soit avec un froid pareil. Je n'étais pas mécontent de quitter le chantier pour me mettre au chaud. Et cela a bien arrangé ma mère, qui s'apprêtait à partir au lavoir, un gros panier sous le bras, puisque Madame Lecœur est toujours malade. « Tu tombes bien, mon garçon. Si tu acceptes de m'accompagner là-bas, ce n'est pas de refus. Quelle corvée ce linge à laver !» Sous ce hangar rempli de buée brûlante, je me suis vite rendu compte que c'était effectivement un dur labeur. L'air y est irrespirable. Et quel bruit! Celui des voix mêlées aux rires, aux battoirs, aux essoreuses en marche, sans compter l'eau qui gargouille partout. Maman, installée derrière un baquet, a commencé à battre le linge que je lui apportais du cuvier fumant pour ensuite le rincer, l'essorer et le plier. Et maintenant, je peux savourer ma récompense. Écrire en toute tranquillité, tant qu'Augustine est à l'école, en compagnie de Noiraud, étendu au pied du lit. Question de travail, les choses s'arrangent. Par bonheur, mes difficultés des premiers jours semblent avoir disparu, et je parviens à me concentrer sur ma tâche. Je fais partie d'une des 2 équipes qui posent les rivets au-dessus du 2e étage. Autrement dit, avec les charpentiers, parmi les gars les plus exposés, ceux que l'on admire parce qu'ils sont à la pointe du chantier. Alors, pas question de décevoir. En plaçant 200 rivets par jour, il faut monter la tour au rythme de 7 mètres par semaine. Une prouesse aussi admirable que difficile. Combien de rivets reste-t-il à mettre avant d'atteindre le sommet, à 300 mètres ? Voilà un calcul que mon maître aurait volontiers posé à ses élèves. Si je réfléchis bien, cela fait un bon paquet. Plusieurs milliers d'après moi. Dis donc, petit, tu vas bien écouter pour comprendre ce que l'on est en train de faire, m'a lancé sèchement le grand Joseph, après de courtes présentations. C'est le fort en gueule du groupe. Les 2 autres, César et Alfred, sont moins causeurs. Alors voilà, toi, tu vas chauffer les rivets sur cette petite forge jusqu'à ce qu'ils deviennent rouges. Tu seras le mousse, comme on dit. Alfred, lui, c'est le teneur de tas. Il enfonce dans le trou le rivet en tenant sa tête avec une grosse pince. Tu me suis ? De l'autre côté de la poutrelle, César, lui, va marteler l'extrémité opposée du rivet pour l'écraser. On l'appelle tout bonnement le riveur. C'est alors que moi, le frappeur, c'est mon nom, je vais donner quelques coups de masse pour consolider l'ensemble. Tu saisis ? Je me suis bien gardé de dire que j'avais eu le temps d'observer ce travail pendant mon apprentissage sur la tour et la tâche bien précise attribuée à chacun. J'ai seulement rétorqué pour montrer ma bonne volonté. Eh bien, allons-y. Posté derrière la petite forge qui était déjà en route, j'ai commencé mon travail. Maintenir le foyer très chaud en l'alimentant régulièrement de charbon mêlé à du goudron. Veiller à ce que les rivets soient entièrement rouges pour qu'ils puissent être façonnés sous les coups des marteaux. Là, au moins, il fait chaud. 2 grandes flammes dansent sous mes yeux, mais la fumée épaisse prend vite à la gorge. Joseph m'a surveillé de près au début. Quand nous sommes descendus au 2e étage pour déjeuner, il m'a montré où se trouvait la réserve de combustible. N'oublie pas de prendre ton seau en descendant, sinon tu devras aller le chercher et remonter. Quand on n'a pas de tête, il reste les jambes, comme on dit. Et ici, les jambes, on leur demande beaucoup, a-t-il déclaré le plus sérieusement du monde. Mardi 8 janvier. La vague de froid persiste. Depuis vendredi, le chantier est complètement immobilisé. Monsieur Compagnon a le regard sombre. Il se fait beaucoup de soucis. Mais quand nous nous présentons chaque matin, il est obligé de reconnaître que le travail dans la tour est impossible. Pour passer le temps, je vais chez le père Brun. Depuis qu'il sait que je suis mousse sur la tour, il ne me quitte plus d'1 semaine. Il me submerge de conseils, se perd en explications, multiplie les démonstrations. Pourtant, je lui ai bien répété que mon travail ne consistait qu'à surveiller le feu et à attendre que les rivets rougissent.
rien à faire. Il suit son idée et j'en ai la tête cassée. C'est là, sur mon lit, que je me sens le mieux, occupée à noircir mon cahier. Depuis que tu travailles sur la tour, t'es un vrai roi feignant, m'a dit Jules l'autre fois, en faisant irruption dans la chambre. Lui non plus ne travaille pas. Les halles sont fermées. Par ce froid, les légumes gèlent. Hier, j'ai aperçu Émile en me baladant avec Noiraud du côté du champ de Mars. Après avoir discuté un peu avec lui, je me suis dit que j'avais vraiment perdu au change. Mes nouveaux compagnons sont loin d'avoir la chaleur, la bonté des gars de mon ancienne équipe. Ils lâchent à peine quelques mots, me prennent de haut dès que je me hasarde à leur poser des questions et jettent sur moi des regards dédaigneux. C'est vrai que ces ouvriers ont un peu la grosse tête avec leurs airs supérieurs. À la cantine, au 2e étage, où ils déjeunent, je me suis sentie un peu perdue la première fois. Pas le moindre mot de la part de mes voisins, seulement le fond du plat que l'on m'a tendu après que toute la tablée s'était copieusement servie. À l'autre bout de la salle, Joseph, Alfred et César étaient assis à côté des monteurs rebelles, ce que le patron a failli renvoyer après la grève. À leurs regards sombres, je les ai tout de suite reconnus, notamment Chenu et Robillard. Ils ne décolèrent pas, paraît-il, depuis que M. Eiffel, au lieu de les renvoyer, a exigé qu'ils s'occupent du montage des arcades au 1er étage, avec l'interdiction de grimper au-delà. Une sacrée punition pour des ouvriers habitués à jouer aux héros à 100 mètres d'altitude. Mercredi 9 janvier. Ce matin, en me rendant au chantier, j'ai tout de suite senti qu'il faisait nettement moins froid. Sur le chemin, j'ai entendu des cris derrière moi. C'était Gustave qui m'appelait en courant pour me rattraper. J'étais rudement content de le revoir depuis tout ce temps. Nous avons fait un bout de chemin ensemble et il m'a tout raconté. Son travail, les attractions de l'exposition, et puis aussi sa trouvaille pour arrondir ses quinzaines. Pas bien jolie. Cela consiste à voler de la peinture sur son chantier et à la vendre à des gars qui trafiquent de l'autre côté des fortifications. J'ai bien essayé de le raisonner, de lui dire que ce n'était pas honnête, et surtout qu'il risquait de graves ennuis. Il n'a rien voulu savoir. Au contraire, il a vanté sa débrouillardise, pris de grands airs de crâneur et a répondu à mon inquiétude par un sourire un peu méprisant. J'étais déçue et triste. En lui serrant la main avant de le quitter, je me suis demandé si je pourrais rester l'ami d'un voleur. Je crois bien que non. Au pied de la tour, M. Compagnon paraissait nettement plus détendu. Avec un certain plaisir, il voyait affluer les monteurs qui disparaissaient aussitôt dans le treillis des poutrelles. Il m'a souri en me regardant arriver. Cela m'a donné du courage pour la journée, et j'en ai eu bien besoin par ce froid humide qui m'a fait grelotter toute la journée. Ma veste de mouton était introuvable. Je l'avais pourtant accrochée comme toutes les autres au porte-manteau du 1er étage. Alors j'ai gardé mon paletot. Mais bien sûr, cela n'a pas suffi à me tenir chaud. La chaleur de la forge n'y a rien fait, et encore moins les gars de l'équipe qui ne m'ont presque pas adressé la parole aujourd'hui. En me voyant arriver, tremblant comme une feuille dans sa forge, le père Brun s'est inquiété. « Tu es dans un bel état, mon garçon. Ils veulent te faire attraper la mort, là-haut, sur leur tour. C'est inhumain. » Quelques instants plus tard, il s'est approché de moi. « Écoute, tes journées sont bien assez éprouvantes en ce moment. Si tu veux tenir le coup, il faut arrêter de venir ici après ton travail. Quand les beaux jours reviendront et que tu seras suffisamment habitué, tu pourras revenir. Qu'en dis-tu ? » Mon cerveau était encore un peu engourdi, mais la sagesse et la bonté de cet homme m'ont touché. Lorsque j'en ai parlé à maman, elle a été tout de suite d'accord. D'autant que tes quinzaines, tu n'as plus besoin de les arrondir puisque maintenant, tu gagnes plus avec ton salaire de monteur. Vu la vitesse de sa réponse, elle avait déjà fait le calcul depuis un moment. J'ai ri en l'embrassant. Pas étonnant qu'elle soit commerçante. Samedi 12 janvier. Ce soir, les discussions allaient bon train chez le père Dubuffet. Tous les gars, attablés devant leur chopine, commentaient le départ des monteurs rebelles qui ont demandé à être payés et quittent le chantier. Quel dur à cuire quand même ce Eiffel.
Se débarrasser comme ça de ses meilleurs ouvriers. Quel gâchis !» a protesté un monteur. Il fait partie de l'autre équipe de River qui travaille à côté de la nôtre. Peut-être, a répliqué un gars du plancher, mais ils sont allés trop loin. Il n'y avait qu'à empocher les 100 francs et puis c'est tout. Je me suis bien gardé de me mêler à leur conversation, mais je les ai écoutés un petit moment en regardant les gars entrer les uns après les autres dans un flot continu, comme chaque jour de paix. Auguste et Alphonse, mes anciens camarades, sont arrivés. Plutôt que de me parler et de rester un peu avec moi, ils m'ont salué à la va-vite et se sont mêlés à la foule des buveurs. Je me suis sentie délaissée. Dans la boutique, ma mère n'était pas en état de me réconforter. Qu'est-ce que je vais devenir? Je peux plus continuer ainsi, gémissait-elle. On venait de lui annoncer que Madame Lecoeur était à nouveau alitée. Et si tu allais au lavoir lundi pour chercher une autre laveuse, lui ai-je soufflé. Elle n'a pas eu le temps de répondre. Un homme frappait à la boutique de la porte. Monsieur Violet, ah ça par exemple. Entrez, je vous en prie. Pendant que ma mère faisait ses amabilités, je me suis faufilée dans l'arrière-boutique pour éviter de l'affronter. Il venait apporter les étrennes d'Augustine. Je sais, tu as du mal à t'y faire, mais il faut reconnaître sa gentillesse, Léon. Rien ne l'y oblige, a-t-elle déclaré quand il fut parti. Peut-être que si. Ai-je murmuré. Samedi 19 janvier. Pas moyen de passer une journée normale avec ces fichus monteurs. Je reste à l'écart quoi qu'il arrive. Je suis pourtant de bonne volonté. J'ai du courage à revendre. Mes gestes sont plus sûrs, plus précis, et je réalise de mieux en mieux les tâches que je dois accomplir. Enfin, de mon point de vue. Mais face à moi, je n'ai qu'un bloc de 3 hommes fiers et hautains, incapables de m'encourager, ni même de discuter avec moi. Aucune question, peu de remarques, et toujours la volonté de me tenir à distance. Qu'ai-je donc fait de mal? Me méprise-t-il à cause de mon âge? J'ai beau tourner et retourner ces questions dans ma tête des dizaines de fois, je ne trouve aucune réponse. Mais après tout, ce qui m'importe, c'est de faire mon travail, d'être à la hauteur de la confiance de Monsieur Compagnon et de me trouver à la pointe de ce chantier exceptionnel. En écrivant cette phrase, je me dis qu'il faudrait que je l'imprime dans ma tête pour me la répéter de temps en temps sur la tour. Lundi 28 janvier. Toute la journée, ils n'ont parlé que de cela, sur la tour, à la cantine. Donner la tête farcie de ce boulanger. D'après ce que j'ai compris, ce militaire, qu'on surnomme le général Revanche, vient de remporter des élections. Ses partisans le poussent à prendre le pouvoir, à marcher sur l'Élysée. La politique, je n'y comprends pas grand-chose. Dans ma famille, on a souvent répété qu'il ne fallait pas s'en mêler. Alors je me suis contentée d'écouter la conversation de mes compagnons, sans avoir d'avis. De toute façon, si j'en avais eu un, il se serait bien gardé de me le demander. Le grand Joseph était rudement remonté avec cette histoire. À chaque coup de masse, les montants tremblaient et des étincelles partaient en grandes gerbes. S'il pouvait nous débarrasser de tous ces politicards pourris et de mettre dehors ces Allemands, ces têtes de pioche de notre Alsace-Lorraine, hurlait-il en faisant valser son marteau. Alfred, qui se tenait droit, armé de sa grosse pince, renchérissait. C'est sûr. Avec lui au moins, tout serait net. Plus de scandale et la raclée aux Allemands pour prendre notre revanche. Pas certain. Votre boulanger, il est juste bon à parader, à faire le beau, mais il ne fait pas le poids, a répliqué César. La conversation s'est poursuivie sur ce ton-là jusqu'au soir, sans qu'ils réussissent à se mettre d'accord. Quand je me suis retrouvée dans la rue pour rentrer, je n'en croyais pas mes oreilles. « C'est Boulange, 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 c'est Boulange qu'il nous faut !» hurlait-on. Le quartier était sans dessus-dessous. Les vendeurs de journaux s'égosillaient. Dès qu'un bavard donnait de la voix pour faire un commentaire, des attroupements se formaient. Quant au sergent de ville, il stationnait en rang serré à chaque croisement. Plus je m'approchais de la maison, plus la fièvre retombait. Seulement quelques commerçants qui parlaient en plaisantant sur les trottoirs.
Tout le monde semblait déjà connaître la nouvelle. Boulanger refusait de marcher sur l'Élysée. Maman, la tête dans son linge, ne paraissait nullement concernée par cette affaire du jour. Elle m'annonça en souriant qu'elle a fait enfin trouver une laveuse. Jeudi 31 janvier. Je suis tellement à bout de nerfs ce soir que je prends la plume pour mettre sur le papier ce que je rumine tout au long de la journée. Voilà 1 mois que je suis perchée sur la tour à surveiller chacun de mes gestes, à serrer les mâchoires, à me contenir pour être toujours irréprochable. À mes côtés, 3 gaillards qui ne cessent de me donner des ordres et surtout de discuter et de blaguer entre eux en m'ignorant. Quelle mouche les a piqués? À quel jeu s'amusent-ils? Veulent-ils me forcer à quitter le chantier? Par moments, à bout de patience, je m'imagine brandissant mon tisonnier vers eux en poussant un dans le vide. J'ai envie de hurler à plein poumon pour que tout le monde m'entende. C'en est assez. Cet après-midi, le travail avançait bien. L'air moins froid que les autres jours dansait autour de nous et le soleil trouait de temps en temps les nuages. Le grand Joseph, pour une fois, chantonnait, et César lui donnait la réplique en sifflotant. C'est dire que l'humeur était à la gaieté. Il fallait que j'en profite. Alors, je me suis risquée. À pas compter, je me suis avancée pour leur demander ce qui me démangeait depuis longtemps. Changer de poste de temps en temps, ça me plairait, vous savez. Faire comme Alfred ou comme César, je m'y essaierais bien. Et puis le travail à la forge, je m'y connais. J'y étais il y a à peine 1 mois. Un grand silence a suivi. Figé sur place, j'attendais leur réaction. « Qu'est-ce que tu nous chantes ?» a répondu ce grand échalas de Joseph. « T'es préposé à la forge et pas autre chose. » Les autres ont aussitôt pris un air bourru et leurs visages se sont fermés. Plus de sifflotements, plus de chansonnettes. Le moment n'était plus à la rigolade. Bon, ils refusaient. Ce n'était pas envisageable. Allais-je avoir une explication au moins? Pas possible, à cause des accidents, a baragouiné Joseph. Je lui ai jeté un regard perplexe avant de retourner à ma forge fumante. Là, en poussant un grand soupir, je me suis dit que j'avais bien fait d'essayer, même si les accidents avaient bon dos. C'est l'heure de la soupe. Heureusement, écrire cet épisode désagréable m'a soulagée, et je me sens un peu plus calme à présent.